Les diverses ruses, suivies de toutes les difficultés militaires que le fameux Charles Emmanuel avouait employer au délai d'un traité et à l'occupation de son duché de Savoie, l'avouaient mis en état de se bien fortifier à Suse, d'en empêcher les approches par de prodigieux retranchements bien gardés, si connus sous le nom des barricades de Suse, et d'y attendre des troupes impériales et espagnoles dont l'armée venouait à son secours. Ces dispositions, favorisées par les précipices du terrain à forcer, arrêtèrent le cardinal de Richelieu, qui ne jugea pas à propos d'y risquer les troupes, et qui emporta l'avis de tous les généraux à la retraite. Le rouet ne l'a pu goûter. Il s'opiniâtra à chercher des moyens de vaincre tant et de si grands obstacles naturels et artificiels auxquels le duc de Savoie n'avouait rien épargner. Le cardinal, résolu de n'y pas commettre l'armée, empêchouait les généraux d'y donner aucun secours au rouet, qui, s'irritant des difficultés, ne chercha plus les ressources qu'en soi-même. Pour le dégoûter, le cardinal y ajouta l'industrie. Il y fit en sorte que, sous divers prétextes, le rouet étouait laissé fort seul tous les soirs. Après s'être fatigué toute la journée à tourner le pays pour chercher quelque passage, ce qui dura ainsi plusieurs jours. Mon père, qui s'aperçut que les soirées paraissaient en effet longues au rouet, depuis le retour de ses promenades jusqu'au coucher, s'avisa de profiter du goût de ce prince pour la musique et lui fit entendre nier. Il s'en amusa quelques soirs, jusqu'à ce que, enfin, ayant trouvé un passage à l'aide d'un paysan et encore plus de lui-même, il fit seul toute la disposition de l'attaque et l'exécuta glorieusement le 9 mars 1629. J'ai ouï conter à mon père, qui fut toujours auprès de sa personne, qu'il mena lui-même ses troupes au retranchement et qu'il les escalada à leur tête, l'épée à la main, et poussé par les épaules pour escalader sur les roches et sur les tonneaux et sur les parapets. Sa victoire fut complète. Suse fut emporté après, ne pouvant se soutenir devant le vainqueur. Mais ce que je ne puis assez m'étonner de ne trouver point dans les histoires de ce temps-là, et que mon père m'a raconté comme l'ayant vu de ses deux yeux, c'est que le duc de Savoie, éperdu, vint à la rencontre du rouet, mit pied à terre, lui embrassa la botte et lui demanda grâce et pardon. Que le rouet, sans faire aucune mine de mettre pied à terre, lui accorda en considération de son fils et plus encore de sa sœur, qu'il avouait eu l'honneur d'épouser. Ce furent les termes du rouet à monsieur de Savoie. On sait combien il tâcha d'en abuser aussitôt après qu'il se vit délivré de la présence d'un prince qui ne devouait un si grand succès qu'à sa femme volonté de le reporter, à ses travaux pour y parvenir et à son épée pour en former tout le prix et la gloire, et combien ce duc en fut châtié par le prompt retour du rouet. Mais depuis cette humiliation de Charles Emmanuel, ce prince, si longuement et si dangereusement compté dans toute l'Europe, qui s'est trouvé emparé du marquisat de Saluces pendant les derniers désordres de la Ligue sous Henri III, qui avouait donner tant de peine à Henri IV, régnant et affermi dans la paix, et qui n'avouait pu être forcé à rendre ce fameux vol à un rouet si guerrier, Charles Emmanuel, dis-je, depuis son humiliation, ne parut plus en public de dépit et de honte, s'enferma dans son palais, n'y vit que ses ministres, pour les ordres seulement qu'il avouait à leur donner, et son fils des moments nécessaires, aucun de ses domestiques, que les plus indispensables et pour le service personnel seulement dont il ne put se passer. Il mourut enfin de honte et de douleur le 26 juillet 1630, c'est-à-dire 13 mois après. C'est ainsi que Louis XIII sut protéger le nouveau duc de Mantoue, auparavant à son sujet, et l'établir et le maintenir dans les états que la nature et la loi lui donnaient, malgré la maison d'Autriche, celle de Savoie et toutes leurs armées. Pour en revenir à Nières,
Le roué, à son retour, continua de s'en amuser. Mon père, qui était l'homme du monde le mieux faisant, vit jour à sa fortune. Il demanda à monsieur de Mortemart s'il trouvait roué bon que le roué le prît à lui, et ce seigneur, qui n'aimait nière, y consentit. Mon père ne tarda pas à le donner au roué, et, assez peu de temps, le fit premier valet de chambre. Il est difficile d'avouer un peu lu des histoires et des mémoires du règne de Louis XIII et de la minorité du roué son fils, sans y avoir vu monsieur de Chavigny faire d'étranges personnages auprès du roué, du cardinal de Richelieu, des deux reines, de Gaston, à qui, bien que secrétaire d'État, il ne fut donné pour chancelier, malgré ce prince, que pour être son espion domestique. Il ne se conduisit pas plus honnêtement après la mort du roué, avec les principaux personnages, avec la reine, avec le cardinal Mazarin, avec monsieur le prince, père et fils, avec la fronde, avec le parlement, et ne fut fidèle à pas un des partis qu'autant que son intérêt l'y engagea. Sa catastrophe ne le corrigea point. Ramassé par monsieur le prince, il le trompa enfin, et il fut découvert au moment qu'il s'y attendait le moins. Monsieur le prince, outré de la perfidie d'un homme qu'il avouait tiré d'une situation perdue, éclata et l'envoya chercher. Chavigny, averti de la colère de monsieur le prince, dont il connaissait l'impétuosité, fit le malade et s'enferma chez lui. Mais monsieur le prince, outré contre lui, ne tâta point de cette nouvelle duperie, et partit de l'hôtel de Condé suivi de l'élite de cette florissante jeunesse de la cour qui s'était attachée à lui, et dont il était peu dont les pères et eux-mêmes n'eussent éprouvé ce que Chavigny savouait faire, et qui ne s'était pas épargné à échauffer encore monsieur le prince. Il arriva ainsi escorté chez Chavigny, à qui il dit ce qui l'amenait, et qui, se voyant mis au clair, n'eut recours qu'au pardon. Mais monsieur le prince, qui n'était pas venu chez lui pour le lui accorder, lui reprocha ses trahisons sans ménagement, et l'insulta par les termes et les injures les plus outrageants. Les menaces les plus méprisantes et les plus fâcheuses comblèrent ce torrent de colère, et Chavigny de rage et du plus violent désespoir. Monsieur le prince sortit après s'être soulagé de la sorte en si bonne compagnie. Chavigny, perdu de tous côtés, se vit ruiné, perdu sans ressources et hors d'état de pouvoir se venger. La fièvre le prit le jour même et l'emporta 3 jours après. Tel fut l'ennemi de mon père, qui lui coûta cher par 2 fois. Il était secrétaire d'État et avouait la guerre dans son département. Soit sottise, soit malice, il pourvut fort mal les places de Picardie, dont les Espagnols surent bien profiter, en 1636, qu'ils prirent Corbie. Mon père avouait un oncle qui commandait à la Capelle, et qui demandait sans cesse des vivres et surtout des munitions dont il manquait absolument. Mon père en parla plusieurs fois à Chavigny, puis au cardinal de Richelieu, enfin au roué, sans avoir pu obtenir le moindre secours. La Capelle, dénuée de tout, tomba comme les autres places voisines. On a vu plus haut que le courage d'esprit et de cœur de Louis XIII ne laissa pas jouir longtemps ses ennemis de leurs avantages, mais naturellement ennemis de la lâcheté, et plein encore du péril que l'État avouait couru par la prompte chute des places de Picardie, il en voulut châtier les gouverneurs à son retour à Paris. Chavigny l'y poussait. Il était lors dans la plus grande confiance du cardinal de Richelieu. Il lui donna de l'ombrage, de la faveur de mon père, et le fit consentir à s'en délivrer. Quoique, autrefois, cette même faveur l'eût sauvé. L'oncle de mon père fut donc attaqué comme les autres. Mon père ne put souffrir cette injustice.
Il fit souvenir des efforts inutiles qu'il avouait faits pour faire envoyer des munitions à son oncle. Il prouva qu'il n'en manquait entièrement, mais le parti étoué pris, et on aigrit le rouet de l'aigreur de mon père, qui avouait éclater contre Chavigny et parler hautement au cardinal qui le protégeait. Piqué à l'excès, et surtout de trouver pour la première fois de sa vie le rouet différent pour lui de ce qu'il l'avouait toujours éprouvé, il lui demanda la permission de se retirer à Blaye, et il fut pris au mot. Il s'y en alla donc, au commencement de 1637, et il y demeura jusqu'à la mort du cardinal de Richelieu. Dans cet éloignement, le rouet lui écrivit souvent, et presque toujours en un langage qu'il s'étouait composé pour se parler devant le monde sans en être entendu. Et j'en ai encore beaucoup de lettres, avec un grand regret d'en ignorer le contenu. Le goût du rouet ne put être émoussé par l'absence, et la confiance subsista. Tel qu'il ordonna à mon père d'aller trouver monsieur le prince en Catalogne en 1639, et de lui rendre compte en leur langage de ce qui s'y passerait. Il s'y distingua extrêmement par sa valeur, et il fut toujours considéré dans cette armée, non seulement comme l'ami particulier de monsieur le prince, mais comme l'homme de confiance du rouet, bien que éloigné de lui. L'année d'auparavant, il avouait commander la cavalerie sous le même prince de Condé au siège de Fontarabie, avec la même confiance du rouet et le même bonheur pour lui-même. En une occasion où le mauvais succès ne laissa d'honneur à partager qu'entre si peu de personnes. Mon père, toujours soutenu par ce commerce direct avec le rouet, et inintelligible à tous autres, et par 2 expéditions de suite, où il fut si honorablement employé, passa ainsi 4 ans à Blaye, et fut rappelé par une lettre du rouet, qu'il lui envoya par un courrier, lors de la dernière extrémité du cardinal de Richelieu. Mon père se rendit aussitôt à la cour, où il fut mieux que jamais, mais dont il ne put sentir la joie, par l'état où il trouva le rouet, qui ne vécut plus que quelques mois. On sait avec quel courage, quelle solide piété, quel mépris du monde et de toutes ses grandeurs, dont il est doué au comble. Quelle présence et quelle liberté d'esprit! Il étonna tout ce qui fut témoin de ces derniers jours, et avec quelle prévoyance et quelle sagesse il donna ordre à l'administration de l'État après lui, dont il fit lire toutes les dispositions devant tous les princes du sang, les grands, les officiers de la couronne et les députés du Parlement, mandés exprès dans sa chambre, en présence de son conseil. Il connaissait trop les esprits des personnes qui, nécessairement après lui, se trouveraient portées de droit au timon des affaires, pour ne leur laisser la disposition que de celles qu'il ne pouvait pas faire avant de mourir. Il dicta donc un long écrit à Chavigny de ses dernières volontés les plus particulières, et il y remplit tout ce qui vaquait. Il n'y avouait point de grand écuyer depuis la mort funeste de Saint-Marc. Cette belle charge fut donnée à mon père. L'écrit dicté à Chavigny fut lu tout haut devant tout le monde, comme les dispositions concernant l'État l'avouaient été, mais non devant le même nombre ni avec les mêmes cérémonies. Tout ce que le rouet en put défendre pour ses obsèques le fut étroitement. Et comme il s'occupait souvent de la vue de Saint-Denis, que ses fenêtres lui découvraient de son lit, il régla jusqu'au chemin de son convoi pour éviter le plus qu'il put à un nombre de curés de venir à sa rencontre, et il ordonna jusqu'à l'attelage qui devait mener son chariot avec une paix et un détachement incomparables, un désir d'aller à Dieu, et un soin de s'occuper toujours de sa mort, qui le fit descendre dans tous ses détails. Mon père, éperdu de douleur, ne put répondre au rouet qui lui apprit qu'il l'avouait fait grand écuyer, que par se jeter sur ses mains et les inonder de ses larmes,
ni autrement que par elle au compliment qu'il en reçut. Sa douleur lui déroba sans doute une infinité de grandes choses qui, dans le détail, se passèrent dans les derniers temps de la vie de son maître, et c'est sans doute ce qui m'a empêché de s'avouer par lui ce que j'ai appris à Priolo. C'est un noble Vénitien, né en France, d'un père exilé de sa patrie et qui s'attacha au duc de Longueville, qui à la mort de Louis XIII venouait d'épouser en seconde noces la fille de Monsieur le Prince, qui a fait tant de bruit dans le monde, parmi les troubles et les guerres civiles de la jeunesse de Louis XIV. Priolo a fait une histoire latine de cette minorité, dont l'extrême élégance est la moindre partie. On y vouait un homme extrêmement instruit et souvent acteur, traitant lui-même avec la reine et avec le cardinal Mazarin pour ceux à qui il était attaché, et avec tous les personnages dont il fait des portraits parfaitement ressemblants. On voit dans cet ouvrage qu'il avouait toute la confiance de son parti, qu'il y influait par ses conseils, qu'il avouait une pénétration profonde, une grande probité et l'amour de la vérité, et l'exactitude à la transmettre à la postérité s'y faisait sentir partout, jusque dans les choses les moins avantageuses, et qu'il aurait pu cacher des fautes et des faiblesses des personnes à qui il était attaché. Dès les premières pages de son histoire, qu'il commence à la mort de Louis XIII, et qu'il décrit courtement, mais avec des traits admirables pour ce prince, il rapporte un fait merveilleux, et qu'il était en situation d'avoir appris sur le champ de Monsieur le Prince même et de Monsieur de Longueville. Parlant du roi qui mourut le lendemain, Condeum intuitus, dit-il le livre premier, page 17, filius tuus inquit insignem victoriam reportavit, comme les prophètes, ce qui va arriver comme déjà passé, id ante efflatam animam ludove magis praesagio quam mentis alienatae signum dedit gast orel fratrem unicum serio monuit, etc. Quae toties cionatoribus intonata reticeo nullus mortalium nec antiquorum nec recentiorum fatum ultimum tam intrepide excepit. Pour revenir à mon père et à sa nouvelle charge, il en fit les fonctions aux obsèques du roi, et il m'a souvent dit qu'en jetant l'épée royale dans le caveau, il fut au moment de s'y jeter lui-même. Il ne pensait qu'à sa douleur, et ses amis le pressuaient d'envoyer chercher ses provisions de grand écuyer sans qu'ils le pussent distraire. À la fin pourtant il y envoya, ce fut inutilement, elle n'était pas, disait-on, expédiée. Le crime rend honteux, on ne l'avoue que le plus tard qu'on peut. Cependant, après plusieurs mois, il apprit que Chavigny avouait laisser son nom en blanc. Bien sûr que le roi, en l'état extrême où il se trouvait, lorsqu'il lui dicta ses dernières dispositions, signerait sans lire, ainsi qu'il arriva. Que Chavigny avouait été trouver la reine, auprès de laquelle il s'était fait un mérite de sa scélératesse, pour lui laisser la disposition de la charge de grand écuyer, dont il remplirait le nom à son chouet, afin que celui à qui elle donnerait cet office de la couronne, mon père ou un autre, lui en eût l'obligation entière, et qu'elle pût s'acquérir une créature considérable par ce grand bienfait à l'entrée de sa régence. Chavigny n'ignorait pas que l'aversion que la reine avouait pour le roi s'étendait à tout ce qu'il aimait, même sans autre cause, et qu'avec ce détour, mon père ne serait point grand écuyer. La comtesse d'Harcourt, quoique nièce du cardinal de Richelieu, avouait depuis longtemps trouver grâce devant elle et les moyens de se mettre intimement bien avec elle, ce qui a duré jusqu'à sa mort. Elle fut bien avertie, et le comte d'Harcourt fut grand écuyer.
À cette nouvelle, on peut juger de l'indignation de mon père. La reine lui est trop respectable, et Chavigny trop vil. Il envoya appeler le comte d'Harcourt. Les exploits et la valeur de celui-ci mettaient sa réputation au-dessus du refus d'un combat particulier dont la cause était si odieuse. Il avertit la reine, qui leur envoya à chacun un exempt des gardes du corps. Elle n'oublia rien pour apaiser, ou plutôt pour tromper mon père. Les amis communs s'entremirent. Tout fut inutile, et mon père, sans s'emporter, persévéra toujours à vouloir tirer raison de cette iniquité, l'épée à la main. Il n'y put parvenir, et les exempts des gardes du rouet demeurèrent auprès d'eux fort longtemps, et tant qu'ils furent apportés l'un de l'autre. Désespérant enfin de se pouvoir satisfaire, mon père s'en alla à Blaye et mit en vente la seule charge qui lui restait, qui était celle de premier écuyer. Lors de ce grand vacarme, qui fit tant de bruit dans le monde, du commerce et des intelligences de la reine avec l'Espagne, où la reine, par l'ordre du rouet, fut fouillée jusque dans son sein, au Val-de-Grâce, par le chancelier Séguier, qui par sa politique conduite en cette occasion s'assura pour toujours de la faveur de la reine, sans se commettre avec le rouet, ni avec le cardinal de Richelieu. Tout ce qui était le plus alors dans la confidence prit la fuite ou fut chassé. Madame de Sénécey, sa dame d'honneur, le fut chez elle à Randan, en Auvergne, et Madame de Brassac, tante paternelle de Monsieur de Montausier, fut mise en sa place. Madame de Chevreuse s'enfuit en Flandre, et Beringen, premier valet de chambre du rouet après son père, se sauva à Bruxelles. C'était un homme d'esprit et d'intrigue, et le plus avant dans celle-là, parce qu'il était sur le pied qu'on pouvait se fier à son secret et à sa parole. Dès que la reine fut veuve et régente, son premier soin fut de rappeler et récompenser ses martyrs. Madame de Chevreuse accourut comptant tout gouverner, et y fut trompée. Madame de Brassac fut congédiée, et Madame de Sénécey rétablie. Et pour dédommagement, la comtesse de Flex, sa fille, eut sa survivance. Elles jouirent toutes deux de toute la confiance et de la plus intime faveur de la reine le reste de sa vie, devinrent duchesses, et avec elle, Monsieur de Fouex, fils de la comtesse du Flex, duc et père. Beringen reçut à Bruxelles un courrier de la reine et arriva auprès d'elle dans les premiers jours de sa puissance. Il fut de tout le plus prodigieusement récompensé. Je dis avec raison prodigieusement. Henri IV, tout au commencement de son règne, lors très mal affermi, passait pays à cheval avec une très petite suite et s'arrêta chez un gentilhomme pour faire repaître ses chevaux, manger un morceau et gagner pays. C'était en Normandie et il ne le connaissait point. Ce gentilhomme le reçut le mieux qu'il put dans la surprise et le promena par sa maison en attendant que le dîner fût prêt. Il était curieux en armes et en avouait une chambre assez bien remplie. Henri IV se récria sur la propreté dont elles étaient tenues et voulut voir celui qui en avouait le soin. Le gentilhomme lui dit que c'était un Hollandouais qu'il avouait à son service et lui montra le père de Beringen. Le rouet le loua tant et dit si souvent qu'il serait bien heureux d'avoir des armes aussi propres que quelques-uns de sa suite comprirent qu'il avouait envie du Hollandouais et le dirent au gentilhomme. Celui-ci, ravi de faire sa cour au rouet et plaisir à son domestique, le lui offrit. Et après quelques compliments, le rouet lui avoua qu'il lui faisait plaisir. Beringen eut le même soin des armes du rouet. Lui plut par là, et en eut à la fin une charge de premier valet de chambre qu'il fit passer à son fils. Ce fils avouait perdu cette charge par sa fuite. Chamarande,
père de l'officier général, en étouait pourvu. Il s'étouait si bien conduit que la reine n'eut point envie de le chasser, et Beringen lui-même en avouait encore moins. Il avouait affaire à une femme qu'il avouait complètement servie, et pour laquelle il avouait été perdu, et au premier ministre qui ne connaissait les États que pour en vouloir la confusion, et qui, dans la primeur de son règne, vouloit flatter celle par qui il régnait, et s'acquérir des créatures importantes dans son plus intérieur. Beringen en sut profiter, et de premier valet de chambre fugitif osa lever les yeux sur la charge de premier écuyer, et il l'osa avec succès. La reine en fit son affaire, et l'obtint de mon père pour 400 000 livres et 20 000 livres de pension du rouet, dont il n'a de sa vie touché que la première année, défait d'une charge qui ne faisait plus que lui peser, et ayant perdu mon grand-père la même année que Louis XIII, il fut longtemps à se pouvoir résoudre de recommencer à vivre avec ses amis. Il était fort attaché à son père et à sa mère qu'il allouait voir toutes les semaines au Plessis près de Senlis, tant que le rouet demeurait à Paris et à Saint-Germain, et il jouir pleinement de sa fortune. Revenu de Blaye, son frère aîné, qui avouait grand pouvoir sur son esprit, le pressa de se marier, lui-même l'étouait dès 1634 à la sœur du duc d'Uzès, dont il n'eut point d'enfant. Elle étouait veuve de monsieur de Porte, du nom de Budos, fils amiral, chevalier de l'ordre, tué au siège de Privas, frère de la connétable de Montmorency, mère de madame la princesse et du duc de Montmorency, comme je l'ai dit plus haut. Il avouait laisser 2 filles extrêmement différentes, une Lia et une Rachel. L'aînée étouait également laide, méchante, glorieuse, artificieuse. La cadette, belle et agréable au possible, avec une douceur, une bonté et des agréments qui ne firent que rehausser sa vertu, et qui la firent aimer de tout le monde. Ce fut elle que mon père choisit. Il l'épousa chez mon oncle, à la Versine près Chantilly, en septembre 1644, et mademoiselle de Porte, sa sœur aînée, ne leur pardonna jamais. Ces 2 sœurs étaient cousines germaines de madame la princesse, mère du héros, de monsieur le prince de Conti et de madame de Longueville, avec qui, et surtout avec monsieur le prince, le père et madame la princesse, ce mariage lia mon père de plus en plus. Le voisinage de la cour ne pouvait être agréable à mon père après la perte de son maître, et sous une régente qui lui avouait ravi la charge de grand écuyer. Il songea donc bientôt à s'en retourner à Blaye, où il vivait en grand seigneur, aimé et recherché de tout ce qu'il y avouait de plus distingué à Bordeaux et dans les provinces voisines. Il s'y retira donc bientôt, après pour n'en revenir de longtemps. Tandis qu'il y étouait, les cartes se brouillèrent à diverses reprises, et enfin, on vit monsieur le prince armé contre la cour, et la guerre civile allumée. Monsieur son père étouait mort, mais il avouait conserver les mêmes liaisons avec mon père, et madame de Longueville aussi. De cette situation avec eux et tout opposé avec la cour, ils ne doutèrent pas d'avoir Blaye en leur disposition et par les mesures qui leur réussirent en Guyenne et dans les provinces voisines. Disposant de Blaye, ils ne comptaient pas moins avec raison que partager le royaume à la rivière de l'Ouer. Les armes levées, mon père, sourd à leurs prières, songea à se fortifier. Les messages et les lettres redoublèrent inutilement. Ni l'amitié, ni l'honneur de l'alliance si proche, ni le dépit amer contre la reine ne purent rien obtenir. À bout d'espérance, ils tentèrent les plus grandes avances du côté de l'Espagne. La grandesse et beaucoup d'établissements lui furent proposés directement de la part du roi d'Espagne, qui furent également rejetés. Enfin,
Un second message arriva de sa part à Blay, muni de lettres de créance, comme la première fois, et d'une lettre de plus à mon père, avec des propositions encore plus fortes. Dès que le porteur se fut découvert à mon père, il jugea que c'était trop, et sur-le-champ, assembla son état-major et tous les officiers de sa garnison avec ce qui se trouva de ses amis du voisinage d'Amblay. Là, il leur présenta l'homme du roi d'Espagne, leur montra les lettres qu'il portait, que mon père n'avouait point voulu décacheter, exposa sa mission en sa présence, puis lui dit que, sans le respect qu'il voulut garder à une tête couronnée, frère de la reine-mère, il le ferait jeter en ce moment même dans la Gironde avec un boulet au pied, mais qu'il eut à se retirer sur le champ avec ses lettres et ses propositions, qui ne tenterait jamais un homme de bien, et qu'il retint bien, pour en avertir où il appartenait, que si on se jouait encore à lui envoyer quelqu'un avec des commissions semblables, il ne ménagerait plus rien et le ferait jeter dans la rivière, aussi n'y renvoya-t-on plus. Mais monsieur le prince et tout son parti firent les hauts cris, et, ce qui est remarquable, jamais ni lui ni les siens ne l'ont pardonné à mon père, tant il l'avouait belle s'il eussent pu l'entraîner. Cependant, mon père fit fondre force canons, pour remplacer celui que la cour lui demanda faute d'autres, mit 500 gentilshommes bien armés d'emblée, habilla et paya la garnison, et fut 18 mois comme bloqué en cet état, sans avoir jamais rien voulu prendre sur le pays. Aussi contracta-t-il de grandes dettes dont il a été incommodé toute sa vie, et dont je me sens encore, tandis que toutes celles que monsieur le prince, monsieur de Bouillon et bien d'autres avouaient faites contre le roi et l'État ont été très bien payées, et plus encore par le roi même dans la suite des temps. Mais ce n'est pas tout. Mon père, qui avouait beaucoup d'amis dans le Parlement et dans la ville de Bordeaux, était exactement averti, toutes les marées, de tout ce qu'il s'y passait de plus secret et en faisait part à la cour, et pendant ces malheureux temps, il rendit les plus importants services. La cour s'était avancée à l'entrée de la Guyenne, suivie d'une armée commandée par le comte d'Harcourt, si grandement payé d'avance pour la bien servir, et si capable par lui-même de le bien faire. Mais il était de la maison de Lorraine et issu des Guises, et voici le contraste. Il ne songea qu'à profiter de l'embarras de la cour et du désordre de l'État pour se rendre maître de l'Alsace et de Brissach, et les joindre à la Lorraine. Sa partie faite, il se dérobe de l'armée, perce le royaume nuit et jour et arrive aux portes de Brissach. Comme quoi, il manqua de réussir se trouve dans tous les mémoires de ces temps-là, et n'est pas matière au mien. Je me contente de rapporter la belle gratitude du grand écuyer, fait-elle aux dépens de mon père, à quoi il faut encore ajouter qu'il tira de ce crime le gouvernement d'Anjou, mis pour lui sur le pied des grands gouvernements, pour vouloir bien rentrer dans l'obéissance, et que la charge et le gouvernement, toujours sur ce grand pied, ont passé l'un et l'autre à sa postérité, voici et en même temps la contrepartie. La reine et le cardinal Mazarin, charmés de la fidélité et des importants services de mon père, jugèrent qu'il était à propos de le récompenser pour le bon exemple, ou peut-être de s'en assurer de plus en plus. Pour cela, ils lui écrivirent l'un et l'autre en des termes si obligeants qu'ils faisaient sentir leur détresse et lui dépêchèrent le marquis de Saint-Mégrin chargé de ces lettres et, de plus, d'une autre de créance sur ce dont il était chargé de leur part. Saint-Mégrin portait à mon père le bâton de maréchal de France, à son chouet, ou le rang de prince étranger sous le prétexte de la maison de Vermandois, du sang de Charlemagne, dont nous sortons au moins par une femme, sans contestation quelconque. Mon père refusa l'un et l'autre. Saint-Mégrin, qui était son ami, lui représenta que, le péril passé, il n'aurait rien,
et qu'il y avouait de la folie à ne pas accepter une si belle offre, qui a été toute l'ambition des bouillons. Je m'y attends bien, répondit résolument mon père, et je les connais trop pour en douter. Je compte aussi que bien des gens se moqueront de moi, mais il ne sera pas dit d'un rang de prince étranger, ni un bâton de maréchal de France terniront ma gloire et attaqueront mon honneur. Si j'accepte, on ne doutera jamais qu'on ne m'ait retenu dans mon devoir par une grâce, et je n'y consentirai jamais. 3 jours entiers se passèrent en cette dispute, sans jamais pouvoir être ébranlés. Il répondit respectueusement à la reine, mais sèchement dans le sens qu'il avouait fait à Saint-Mégrin, et ajouta, pour qu'elle n'en prît rien pour elle, qu'il ne manquerait jamais au fils ou à la veuve de son maître. Il en manda autant au cardinal Mazarin, mais avec hauteur. Cet Italien n'était pas fait pour admirer une action si grande. Dira-t-on de plus qu'elle était trop au-dessus de la portée de la reine? Il arriva que Saint-Mégrin avouait prédit. Le péril passé, on n'y songea plus. Mais mon père aussi ne fit l'honneur à l'un ni à l'autre de les en faire souvenir. Il continua ses dépenses et ses services avec le même zèle jusqu'à la fin des troubles. Et voilà comment Louis XIII lui avouait bien prédit tout l'usage et le grand parti qui se pouvait tirer de Blaye lorsqu'il lui en donna le gouvernement. Il faut maintenant dire qui était Saint-Mégrin. Il s'appelait Estuert, et par une héritière de Caussade, il en joignait le nom au sien. C'était un fort homme d'honneur, quoique très bien avec la reine-mère. Il avouait eu les chevaux légers de la garde, et les avouait cédés à son fils, qui avouait aussi ceux de la reine-mère. Ce fils fut un jeune favori du temps, avec du mérite, qui avouait fort servi pour son âge, et qui avouait commander une armée en Catalogne. Il fut tué au combat de la porte Saint-Antoine. La reine en fut fort affligée, et le cardinal aussi. Ils le firent enterrer dans l'abbaye de Saint-Denis. Sa veuve, sans enfant, a été depuis duchesse de Chaulnes, femme de l'ambassadeur et gouverneur de Bretagne. La sœur de ce jeune favori épousa monsieur du Brouteil, du nom de Quellen, dont elle a eu postérité. Elle se remaria à la Vauguillon, ambassadeur en Espagne et ailleurs, chevalier de l'ordre en 1688, dont il sera bientôt parlé, et n'en a point eu d'enfant. Il prit ce nom d'une terre de sa femme en l'épousant. Son nom était Betula, et il portait celui de Fromenteau. Saint-Mégrin, père de cette femme et du jeune favori, qu'il survécut longtemps, était gendre du maréchal de Roquelaure et grand sénéchal de Guyenne. Il fut chevalier de l'ordre en 1661 et mourut en 1675 à 83 ans. La majorité, le sacre, le mariage du roué, mon père les passa tous à Blaye. Et en cette dernière occasion, il reçut magnifiquement la cour. Longtemps après, il revint vivre avec ses amis à Paris. Il en avouait beaucoup, et des gens les plus considérables, fruit de sa modestie, de n'avoir jamais fait mal à personne, et du bien tant qu'il avouait pu pendant sa faveur. De son mariage, il n'eut qu'une fille unique, parfaitement belle et sage, qu'il maria au duc de Brissac, frère de la dernière maréchale de Villeroy. Ce fut elle qui, sans y penser, affubla messieurs de Brissac de ce bonnet qu'ils ont mis, et, à leur exemple, que messieurs de la Trémoille et de Luxembourg ont imité depuis, et avec autant de raison les uns que les autres. Ma sœur était à Brissac avec la maréchale de la Meilleraye, tante paternelle de son mari, extrêmement glorieuse et folle surtout de sa maison. Elle promenait souvent madame de Brissac dans une galerie où les troués maréchaux étaient peints avec le célèbre comte de Brissac, fils aîné du premier des Troués, et autres ancêtres de parure,
que la généalogie aurait peine à montrer. La maréchale admirait ces grands hommes, les saluait, et leur faisait faire des révérences par sa nièce. Elle, qui était jeune et plaisante avec de l'esprit, se voulut divertir au milieu de l'ennui qu'elle éprouvait à Brissac, et tout à coup se mit à dire à la maréchale: Ma tante, voyez donc cette bonne tête, il a l'air de ces anciens princes d'Italie, et je pense que si vous cherchiez bien, il se trouverait qu'il l'a été. Mais que vous avez d'esprit et de goût, ma nièce, s'écria la maréchale. Je pense en vérité que vous avez raison. Elle regarde ce vieux portrait, l'examine, ou en fait le semblant, et tout aussitôt déclare le bonhomme un ancien prince d'Italie, et se hâte d'aller apprendre cette découverte à son neveu qui n'en fit que rire. Peu de jours après, elle trouva inutile d'être descendue d'un ancien prince d'Italie, si rien n'en rappelait le souvenir. Elle imagine le bonnet des princes d'Allemagne, avec quelques petites différences dérobées par la couronne qui l'enveloppe, envoie chercher furtivement un peintre à Angers, et lui fait mettre ce bonnet aux armes de leur carrosse. Monsieur et madame de Brissac l'apprirent bientôt, ils en rirent de tout leur cœur, mais le bonnet est demeuré et s'est appelé longtemps parmi eux le bonnet de ma tante. Ce mariage ne fut jamais uni. Le goût de monsieur de Brissac était trop italien. La séparation se fit entre les mains de monsieur le prince, homologué au Parlement, et monsieur le prince demeura dépositaire des papiers trop importants sur ce fait au duc de Brissac, pour qu'il ne craignît pas infiniment qu'ils fussent remis au greffe du Parlement, comme monsieur le prince s'obligea de les y remettre au cas que monsieur de Brissac voulût contrevenir à aucune des conditions de la séparation. Ma sœur mourut en février 1684 et me fit son légataire universel. Madame sa mère était morte comme elle de la petite vérole des 1670, et toutes deux à Paris, comme désignées dames d'honneur de la reine. Madame de Montausier, qui était lors tombée dans cette étrange maladie de corps et d'esprit qui faisait attendre sa fin tous les jours, et qui dura pourtant plus qu'on ne pensait, et au-delà de la vie de la première femme de mon père. Quelque affligé que mon père en fût, la considération de n'avouer point de garçon l'engagea, quoique vieux, à se remarier. Il chercha une personne dont la beauté lui plût, dont la vertu le pût rassurer, et dont l'âge fût le moins disproportionné au sien qu'il fût possible. Il ne trouva toutes ces choses si difficiles à rassembler que dans ma mère, qui était avec mademoiselle de Pompadour, depuis madame de Saint-Luc, auprès de la duchesse d'Angoulême. Elles étaient lasses du couvent, et leur mère n'aimait point à les avoir auprès d'elles. Toutes deux étaient parentes de madame d'Angoulême, fille de monsieur de la Guiche, chevalier de l'ordre et grand maître de l'artillerie, et veuve qui les prit avec elle, et chez qui elles furent toutes deux mariées. Ma mère était l'Aubépine, fille du marquis d'Haute-Rive, lieutenant général des armées du Rouet et des États généraux des Provinces-Unies, et colonel général des troupes françaises à leur service. La catastrophe du garde des Sceaux de Châteauneuf, son frère aîné, mis au château d'Angoulême, lui avouait coûter l'ordre, auquel il était nommé pour la Pentecôte suivante de 1633, et le bâton de maréchal de France qui lui était promis. Monsieur de Charost, devant qui le cardinal de Richelieu donna l'ordre d'arrêter les deux frères, qui avouaient porter le mousquet en Hollande sous mon grand-père, comme presque toute la jeune noblesse de ces temps-là, et qui l'appelait toujours son colonel, se déroba et vint l'avertir comme il jouait avec les filles d'honneur de la reine. Mon grand-père ne fit aucun semblant de rien. Mais un moment après, feignant un besoin pressant, il demanda permission de sortir pour un instant, alla prendre le meilleur cheval de son écurie, et se sauva en Hollande.
Il est doué dans la plus intime confidence du prince d'Orange qui lui donna le gouvernement de Breda. Il avouait épouser l'héritière de Ruffec, de la branche aînée de la maison de Vauluire, dont la mère est douée sœur du père du premier duc de Mortemart. Elle est douée fort riche. Mon grand-père passa une grande partie de sa vie en Hollande et mourut à Paris en 1670. Le second mariage de mon père se fit la même année en octobre. Il eut tout lieu d'être content de son chouet. Il trouva une femme toute pour lui, pleine de vertu, d'esprit et d'un grand sens, et qui ne songea qu'à lui plaire et à le conserver, à prendre soin de ses affaires et à m'élever de son mieux. Aussi ne la voulut-il que pour lui. Lorsqu'on mit des dames du palais auprès de la reine au lieu de ses filles d'honneur, Madame de Montespan, qui émouait ses parents, s'en étouait encore à la mode, obtint une place pour ma mère, qui ne se doutait de rien moins, et le lui manda. Le gentilhomme qui vint de sa part la trouva sortie, mais on lui dit que mon père ne l'étouait pas. Il demanda donc à le voir, et lui donna la lettre de Madame de Montespan pour ma mère. Mon père l'ouvrit, et tout de suite prit une plume, remercia Madame de Montespan, et ajouta qu'à son âge, il n'avouait pas pris une femme pour la cour, mais pour lui, et remit cette réponse au gentilhomme. Ma mère, de retour, apprit la chose par mon père. Elle y eut un grand regret, mais il n'y parut jamais. Avant de finir ce qui regarde mon père, je me souviens de 2 aventures d'éclat que j'aurais dû placer plus haut et longtemps avant son second mariage. Un dévolu, sur un bénéfice, fut cause de la première qui fit un procès entre un parent de monsieur de Vardes et un de mon père. Chacun soutint son parent avec chaleur, et les choses allèrent si loin que monsieur le prince prit leur parole. Longtemps après et l'affaire assoupie, monsieur le prince la leur rendit comme à des gens qui n'ont plus rien à démêler. Cette affaire leur est douée demeurée sur le cœur, et bien plus encore à Vardes qui, après avoir laissé écouler quelque temps, convint avec mon père de se battre à la porte Saint-Honoré, sur le Midi, lieu alors fort désert, et que, pour que ce combat parût une rencontre, et par l'heure et par tout le reste, le carrosse de monsieur de Vardes couperouait celui de mon père, et que les maîtres, prenant la querelle des cochers, mettraient pied à terre, avec chacun un second, et se battraient là tout de suite. C'était pendant la Régence, et en des âges fort inégaux. Le matin, mon père alla voir monsieur le prince et plusieurs des premiers magistrats de ses amis, et finit par le palais royal faire sa cour à la reine. Il affecta d'en sortir avec le maréchal de Gramont, et d'aller avec lui faire des visites au marais. Comme ils descendaient ensemble le degré, mon père feignit d'avoir oublié quelque chose en haut, s'excuse et remonte, puis redescend, trouve la roque Saint-Chamaran, très brave gentilhomme, qui lui était fort attaché, et qui commandait son régiment de cavalerie, qui lui devait servir de second, monte avec lui en carrosse, et s'en vont à la porte Saint-Honoré. Vardes, qui attendait au coin d'une rue, joint le carrosse de mon père, le frôle, le coupe. Coup de fouet de son cocher et riposte de celui de mon père. Tête aux portières, ils arrêtent et pied à terre. Ils mettent l'épée à la main. Le bonheur en voulut à mon père, Vardes tomba et fut désarmé. Mon père lui voulut faire demander la vie. Il ne le voulut pas. Mon père lui dit qu'au moins il le balafrerait. Vardes l'assura qu'il était trop généreux pour le faire, mais qu'il se confessait vaincu. Alors, mon père le releva et alla séparer les seconds. Le carrosse de mon père, se trouvant par hasard le plus proche, Vardes parut pressé d'y monter. Mon père et la roque Saint-Chamaran y montèrent avec lui, et le ramenèrent chez lui. Il se trouva mal en chemin, et blessé au bras,
Ils se séparèrent civilement en braves gens, et mon père s'en alla chez lui. Madame de Châtillon, depuis de Mecklembourg, logeait dans une des dernières maisons, près de la porte Saint-Honoré, qui, au bruit des carrosses et des cochers, mit la tête à la fenêtre et vit froidement tout le combat. Il ne tarda pas à faire grand bruit. La reine, monsieur le prince et tout ce qu'il y avouait de plus distingué envoyèrent chez mon père, qui, peu après, alla au palais royal et trouva la reine au cercle. On peut croire qu'il essuya bien des questions et que ses réponses étaient bien préparées. Pendant qu'il recevait tous ces compliments, Varde avait été conduit à la Bastille, par ordre de la reine, et y fut 10 ou 12 jours. Mon père ne cessa de paraître à la cour et partout, et d'être bien reçu partout. Telle fut la fin de cette affaire, qui ne passa jamais que pour ce qu'elle parut, et Varde pour l'agresseur. Il eut un grand chagrin de son triste succès, et un dépit amer de la Bastille. Que depuis il n'a revu mon père qu'à la mort. À la vérité, sa disgrâce le tint bien des années en Languedoc. Son retour fut de peu d'années. Il mourut à Paris en 1688 d'une fort longue maladie. Sur la fin, il envoya prier mon père de l'aller voir. Il se raccommoda parfaitement avec lui et le pria de revenir. Mon père y retourna souvent et le vit toujours dans le peu qu'il vécut depuis. L'autre aventure était pour finir comme celle-ci, mais elle se termina plus doucement. Il parut des mémoires de monsieur de la Rochefoucauld. Mon père fut curieux d'y voir les affaires de son temps. Il y trouva qu'il avouait promis à monsieur le prince de se déclarer pour lui, qu'il lui avouait manqué de parole, et que le défaut d'avoir pu disposer de Blay, comme monsieur le prince y attendait, avouait fait un tort extrême à son parti. L'attachement plus que très élégant de monsieur de la Rochefoucauld à madame de Longueville n'est inconnu à personne. Cette princesse, étant à Bordeaux, avouait fait tout ce qu'elle avouait pu pour séduire mon père par lettres. Espérant mieux de ses grâces et de son éloquence, elle avouait fait l'impossible pour obtenir de lui une entrevue, et demeura piquée à l'excès de n'avoir pu l'obtenir. Monsieur de la Rochefoucauld, ruiné, en disgrâce profonde, dont la faveur de son heureux fils releva bien sa maison sans en avoir pu relever son père, ne pouvait oublier l'entière différence que Blay, assuré ou contraire, avouait mise au succès du parti, et le vengea autant qu'il put, et madame de Longueville, par ce narré. Mon père sentit si vivement l'atrocité de la calomnie qu'il se jeta sur une plume et mit à la marge. L'auteur en a menti. Non content de ce qu'il venait de faire, il s'en alla chez le libraire qu'il découvrit, parce que cet ouvrage ne se débitait pas publiquement dans cette première nouveauté. Il voulut voir ces exemplaires, pria, promit, menaça, et fit si bien qu'il se les fit montrer. Il prit aussitôt une plume et mit à tous la même note marginale. On peut juger de l'étonnement du libraire, et qu'il ne fut pas longtemps sans faire avertir monsieur de la Rochefoucauld de ce qui venait d'arriver à ces exemplaires. On peut croire aussi que ce dernier en fut outré. Cela fit grand bruit alors, et mon père en fit plus que l'auteur ni ses amis. Il avouait la vérité pour lui, et une vérité qui n'était encore ni oubliée ni vieillie. Les amis s'interposèrent. Mon père voulut une satisfaction publique. La cour s'en mêla, et la faveur naissante du fils, avec les excuses et les compliments, firent recevoir pour telle celle que mon père s'était donnée sur les exemplaires et par ses discours. On prétendit que c'était une méprise mal fondée sur ce que madame la princesse, venue furtivement à Paris pour réclamer la protection du Parlement sur la prison des princes ses enfants,
avouait présenter sa requête elle-même à la porte de la grand-chambre, appuyée sur mon oncle qui, par la proximité, n'avouait pu lui refuser cet office. Que cela avouait fait espérer qu'il suivrait le parti, ce qu'il ne fit toutefois jamais, et qu'ayant un grand crédit sur mon père, qui est toué à Blay, il l'engagerait avec sa place dans les mêmes intérêts. Tous ces propos furent reçus pour ce qu'ils valouaient, et les choses en demeurèrent là après cet éclat, mon père n'en pouvant espérer davantage, et de l'autre côté par la difficulté de soutenir un mensonge si fort avéré par tant de gens principaux et des premières têtes encore vivants, et qui s'avouaient la vérité, qui n'avouait jusque-là jamais été mise en doute. Mais il est vrai que jamais messieurs de la Rochefoucauld ne l'ont pardonné à mon père. Tant il est vrai qu'on oublie moins encore les injures qu'on fait que celles mêmes qu'on reçoit. Mon père passa le reste d'une longue et saine vie de corps et d'esprit, sans aucune faveur, mais avec une considération que le roi se tenouait comme obligé de lui devoir, et qui influait sur les ministres, entre lesquels il était ami de monsieur Colbert, la vertu était encore comptée. Les seigneurs principaux, même fort au-dessus de son âge, et les plus de la cour, le voyaient chez lui et m'en jouaient quelquefois, où je les ai vus. Il avouait beaucoup d'amis, parmi les personnes de tous les états, et force connaissances qu'il le cultivait, outre quelques amis intimes et particuliers. Il les vit tous jusque dans la dernière vieillesse, et avouait tous les jours bonne chère et bonne compagnie chez lui à dîner. Dans son gouvernement, il y étouait tellement le maître que de Paris, il y commandouait et disposouait de tout. Si quelque place vacouait dans l'état-major, le roi lui envoyait la liste des demandeurs. Quelquefois, il y choisissait, et d'autres fois, il demandait un homme qui ne s'y trouvait pas. Rien ne lui était refusé, jusque-là qu'il faisait ôter ceux dont il n'était pas content, comme je l'ai vu d'un major, puis d'un lieutenant de rouet, et mettre en la place du dernier, à la prière d'un de ses amis intimes, un officier appelé d'Astor, qui avouait quitter le service depuis près de 20 ans, et était retiré dans sa province. Mon père était unique dans cette autorité, et le roi disait qu'après les services signalés qu'il lui avouait rendus par ce gouvernement, dans les temps les plus fâcheux, il était juste qu'il disposât de tout absolument. Jamais il ne se consola de la mort de Louis XIII. Jamais il n'en parla que les larmes aux yeux. Jamais il ne le nomma que le roi son maître. Jamais il ne manqua d'aller à Reims-Saint-Denis à son service tous les ans, le 14 de mai, et d'en faire un solennel à Blaye lorsqu'il s'y trouvait dans ces temps-là. C'était la vénération, la reconnaissance, la tendresse même qui s'exprimait par sa bouche toutes les fois qu'il parlait de lui. Et il triomphait quand il s'étendouait sur ses exploits personnels et sur ses vertus, et avant que de me présenter au roi, il me mena un 14 de mai à Saint-Denis. Je ne puis finir de parler de lui par des traits plus touchants ni plus illustres. Il était indigné d'être tout seul à Saint-Denis. Outre sa dignité, ses charges et ses biens qu'il devait en entier à Louis XIII, n'ayant jamais rien eu de sa maison, c'était à ses bontés, à son amitié, au soin paternel de le former, à sa confiance intime et entière qu'il était le plus tendrement sensible, et c'est à cette privation, non au changement de fortune, qu'il ne se put jamais raccoutumer.